35 ans, je vis à Rennes depuis 10 ans. J'écris. J'ai notamment écrit le livre qui vaut l'être ici, je crois, qui s'appelait Retour sur une saison à Gaza, qui est un livre qui a été publié en 2017, donc ça date un peu. Mais c'est un livre qui faisait suite à un séjour que j'avais effectué dans la bande de Gaza il y a 10 ans maintenant, où j'avais été enseignant pendant quelques mois. Et c'est un récit de ces quelques mois. Pour le dire rapidement, avant d'aller à Gaza, j'avais l'image de Gaza sous les bombes, sous la destruction, etc. C'est pas ce dont j'ai fait l'expérience à l'époque. C'était une époque beaucoup plus calme que celle qu'on connaît dans la bande de Gaza depuis un peu plus d'un an. Mais j'avais fait l'expérience du siège, du blocus, de l'étouffement d'un territoire. Et j'explique comment cette façon d'étouffer le territoire est devenue, à partir du début des années 2000, la façon dont Israël envisage la bande de Gaza, et que dans des périodes de massacre et de destruction, il y a une variation d'intensité dans la manière d'étouffer un territoire, mais pas une variation de nature. J'ai écrit quelques articles sur la situation en Palestine, et aussi sur d'autres sujets, la culture, la littérature, le foot aussi. Voilà. Et en parallèle, je suis correcteur pour des revues universitaires, parce qu'il faut bien vivre. Mes premiers questionnements politiques vers l'adolescence ont commencé autour de la question de l'antiracisme et de l'anticolonialisme. Mes parents votaient Le Pen, ce qui a été aussi un de mes premiers sujets d'interrogation. Quand j'étais adolescent, donc il y a 20 ans, c'est-à-dire une période où c'était quand même beaucoup moins mainstream qu'aujourd'hui. Le Pen au second tour en 2002, c'est des centaines de lycées bloqués en France, des millions de manifestants le 1er mai. Donc à ce moment-là, je voyais très bien qu'il y avait un décalage entre ce qui semblait normal dans ma famille et ce qui semblait normal à un certain nombre d'autres personnes qui étaient de dénoncer le racisme. C'était une époque où j'écoutais beaucoup de rap, où la question du racisme, des violences policières, du prolongement de l'histoire coloniale française était très, très prégnante, et où aussi la question de la Palestine apparaissait souvent. La chanson Jeteur de pierre, par exemple, parole d'Ayam, par exemple, où il y avait une de référence à la Palestine dans des textes de Booba sur son premier album, par exemple. C'était la période de la deuxième intifada. Je voyais des gamins qui avaient à peu près mon âge qui jetaient des pierres sur des chars à cet endroit-là. Les premières manifs datent de 2005-2006, notamment contre le contrat première embauche. L'été suivant, Israël avait attaqué le Liban, et un certain nombre des jeunes qui avaient manifesté contre le contrat première embauche avaient aussi manifesté contre la guerre en Liban. Ils étaient évidemment moins nombreux, mais voilà. Et donc c'était un de mes premiers engagements. Et quand j'étais rentré à la fac, l'association France-Palestine Solidarité organisait des cycles de projection sur la Palestine, disait que si les étudiants souhaitaient se rendre en Palestine pour découvrir la situation, ils pouvaient aider à co-organiser. Et avec le syndicat dont je faisais partie à l'époque, Solidaire étudiant, qui s'appelait Sud étudiant à l'époque, on avait organisé un voyage de 2 semaines à Jérusalem en Cisjordanie. Puis j'avais travaillé à Paris et à Londres pour le compte de la campagne boycott des investissements sanctions à l'égard d'Israël. Et suite à la révolution d'Égypte et à la chute de Moubarak, la frontière s'était ouverte entre l'Égypte et Gaza, et c'était à ce moment-là que j'y étais allé, parce qu'il y avait eu une possibilité pendant quelques mois de passer la frontière. C'était pas évident, mais ça avait été possible, et j'avais été chargé de cours à Gaza, en français langue étrangère. Il y a des médias intéressants, mais ce ne sont pas les plus connus. Ce que je conseille de lire, ce sont les articles de Rami Abou-Jamous, qui est un journaliste palestinien francophone, qui raconte au jour le jour la vie à Gaza dans Orient 21. Sur le site orient21.com, dirigé par Alain Grèche, qui est un ancien du monde diplomatique. Où c'est vraiment un récit et une analyse quasiment ethnologique de la vie dans la bande de Gaza, même la façon dont les comportements changent, dont les rapports entre parents et enfants, entre hommes et femmes peuvent changer, évidemment, quand la maison est détruite et que la vie se fait dans une tente. On voit par exemple qu'est-ce qui change entre le lieu domestique et l'absence totale d'intimité, par exemple, le changement des comportements induits par le stress. Il raconte le fait que les prix ont été multipliés par 10 ou par 20, les problèmes d'hygiène, qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de problèmes de santé, de rapport à la dignité, à l'humiliation, etc. Le monde diplomatique, quasiment chaque mois, publie des dossiers sur le Proche-Orient. La chaîne YouTube Blast a quand même un certain nombre d'analyses intéressantes. Sites plus spécialisés comme Chronique de Palestine ou l'agence Média Palestine, à la fois traduisent des articles de l'international, de l'anglais ou de l'arabe, et publient ou analysent les rapports faits par les ONG. Dans les médias mainstream, de temps en temps, il se passe un miracle quand un médecin humanitaire revient de Gaza et qui peut parler de ce qui se passe pendant 10 minutes sans se faire couper la parole ou se faire insulter.
C'est plus l'exception que la règle. Là, des gens qui, notamment les humanitaires, qui sont ceux qui passent le mieux quand même, qui se font le moins amasser dans les médias mainstream. Ce sont souvent des séquences qui sont ensuite rediffusées sur les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà un lien à cette question-là, qui suivent déjà un certain nombre de comptes sur les réseaux sociaux, qui ont une attention particulière, ont la possibilité de s'informer. J'ai cité moi-même quelques médias, etc. Après, il faut soi-même déjà être sensibilisé à cette question-là, s'y être intéressé, avoir le temps, etc. Il y a plusieurs liens. Le premier, c'est que on considère que c'est en 2006 qu'a été élaborée la technique de guerre israélienne qui vise à cibler les infrastructures civiles en tant que telles. C'est ce qu'on appelle la doctrine d'Aguet, du nom d'un quartier dans la banlieue de Beyrouth, considéré comme un des fiefs du Hezbollah. La doctrine d'Aguet qui a été élaborée notamment dans l'université de Tel Aviv, avec laquelle l'université de Rennes a des partenariats. Ce qui permet évidemment quand même pour le moins de nuancer cet argument sur les partenariats universitaires ou la recherche universitaire qui serait simplement le partage de la culture et du savoir entre les peuples, ou cette espèce de mythe des universités israéliennes qui seraient des foyers de contestation. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir à la marge un chercheur ou des étudiants qui expriment des choses intéressantes. Et de toute façon, il ne s'agit pas de rompre des partenariats avec des individus en tant qu'individus du fait de leur nationalité. Par contre, les universités israéliennes sont des hauts lieux de la recherche militaire. La guerre de 2006 au Liban a été quand même vraiment le berceau des stratégies qu'on a vu ensuite réutilisées à Gaza dès 2008-2009 avec l'opération Plan Durci. Et à intervalles réguliers, tous les 2-3 ans, Israël a détruit un certain nombre d'infrastructures à Gaza pour empêcher tout développement et toute possibilité de vie civile, politique et d'indépendance à Gaza. Ce qui était sobrement résumé par l'expression tondre la pelouse dans l'état-major de l'armée israélienne. La place du Liban dans la question palestinienne et la confrontation avec Israël, c'est quelque chose qui a évolué évidemment par étapes. La première chose à dire, c'est que lors de la création d'Israël en 1948, les militionnistes ont expulsé 700 000 Palestiniens. Il y a près de 300 000 Palestiniens qui ont été expulsés ensuite en 1967 lors de la conquête de Jérusalem et de la Cisjordanie. Les Palestiniens au Liban n'ont pas la nationalité libanaise quand bien même ils sont nés là et sont même interdits d'un certain nombre de métiers ou d'accès à la propriété, etc. En 1970, parce que l'insurrection palestinienne contrôlait plus de la moitié du pays et était prête à renverser le royaume jordanien allié à Israël, il y a eu un écrasement sanglant des Palestiniens qu'on appelle le Septembre Noir. Suite à ça, la direction de l'OLP s'est réfugiée au Liban. Les premières attaques d'Israël contre les Palestiniens au Liban, c'est en 1974, puis en 1978. C'est notamment pour lutter contre Israël et contre la volonté israélienne d'instrumentaliser les divisions communautaires et notamment la tentative israélienne de s'allier aux chiites contre les Palestiniens qui sont sunnites, que se crée en 1982 le Hezbollah, donc qui est en partie représentant les Libanais chiites, et qui petit à petit prendra le contrôle de la résistance à Israël dans le sud du Liban. Les attaques contre le Liban étaient quand même monnaie courante depuis les années 70. La plus connue, c'est quand même la guerre du Liban en 82-83. Avec notamment un certain nombre de massacres commis par les forces israéliennes et en lien avec des forces chrétiennes libanaises d'extrême droite, les phalangistes notamment. La guerre de 2006 a été assez importante, ça a été tout un été de bombardements sur le Liban. Et on assiste ces derniers mois à une volonté d'Israël de recomposer la vie politique dans les pays qui lui sont limitrophes, et à une volonté d'exporter la guerre en multipliant les fronts. Et en même temps, ça ne se limite pas
On a des attaques contre des forces militaires. Il s'agit vraiment de cibler en tant que tel la vie politique, les infrastructures civiles. Le fait que les États occidentaux cessent d'armer Israël. Si, simplement, il y avait un embargo, notamment américain, parce que c'est le principal fournisseur d'armes d'Israël, la guerre s'arrêterait en quelques jours. La solution, elle est essentiellement dans la mobilisation populaire. À la fois dans les États occidentaux pour obtenir un embargo sur les armes et une suppression des partenariats, aussi quand même dans les pays du Moyen-Orient, parce que, et c'est là qu'on voit que c'est pas une guerre de religion, un certain nombre d'États du Moyen-Orient sont alliés ou ont des accords avec Israël qui n'ont pas été remis en cause depuis un an. Je pense à l'Égypte, je pense aux Émirats arabes unis, je pense au Bahreïn, en Afrique, le Maroc et le Soudan, qui sont des États qui ont renforcé leurs liens avec Israël ces dernières années et qui n'ont rien remis en cause de tout ça. Évidemment, les dirigeants de ces États vont exprimer leur compassion vers les Palestiniens, etc., pour tenter de coller à ce qui est l'opinion publique majoritaire dans le pays, mais ça s'arrête là. Ce qui me frappe, c'est à la fois que ça dure, que ça se maintient, qu'il y a un certain courage, sans non plus exagérer, ne serait-ce que par décence vis-à-vis de gens qui manifestent dans des pays où risquent la condamnation à mort. Alors, on ne va pas non plus faire comme si il fallait un courage monstre ou se mettre extrêmement en jeu pour manifester en France, et en même temps, c'est quand même pas rien. Il y a eu à Sciences Po Paris des conseils de discipline, des menaces envers les étudiants, etc. Enfin, c'est quand même se mettre en jeu, et ça peut nécessiter un certain courage de se mobiliser. C'est quand même à saluer le fait que ces mobilisations-là se maintiennent. Là, ce qu'on peut révéler, est-ce qu'il y a un risque? Oui, tant qu'on continue à accepter qu'il y a un génocide ou que l'attaque de tous ses voisins par un État puisse être perpétuée et qu'on continue à lui fournir des armes et à maintenir les accords politiques et économiques existants, oui, il y a un risque que ce soit perçu comme un encouragement continué. C'est évident. On sait quand une guerre commence, on ne sait pas quand ça s'arrête ni où elle s'arrête. C'est évident qu'il y a un risque. C'est aussi un secret de polichinelle que Israël est doté de l'arme nucléaire. Il ne faut pas que la peur de l'apocalypse ou la peur de l'aggravation fasse oublier la situation actuelle dont on souhaiterait s'accommoder. C'est quelque chose qui me frappe parfois quand même dans la couverture et le biais médiatique des médias occidentaux, qui est de dire est-ce qu'il y a un risque que ça s'embrase, etc. Si on était à Gaza, on trouverait ça un peu étrange de considérer le massacre comme simplement quelque chose qui risque d'arriver, comme si la catastrophe n'était pas déjà là. La grande majorité de la population civile israélienne ne s'intéresse pas trop au sort des Palestiniens. De longue date, les médias israéliens parlent extrêmement peu du sort des Gazaouis. Pendant longtemps, l'opposition à Netanyahou et à ce qui se passe à Gaza s'est fait uniquement au nom de la préservation des otages israéliens encore retenus à Gaza, en disant qu'évidemment, couvrir toute la région sous un tapis de bombes, c'était peut-être pas la meilleure manière de libérer et de garantir la vie de ceux qui y vivaient, spécifiant évidemment que ce qui intéressait les Israéliens dans la majorité était le sort des otages israéliens et non pas de la masse des personnes qui vivent à Gaza. Les chiffres des morts sont en plus sans cesse mis en doute sous prétexte qu'ils viennent du ministère de la Santé de Gaza, d'Iyad Palmas, alors qu'ils sont recoupés, comme je le disais, par l'OMS, par l'UNICEF, par un certain nombre d'ONG, que les noms sont fournis de ces 42 000 personnes-là. Plus de 10 000 disparus aussi sous les gravats. Et la revue The Lancet a parlé de plus de 180 000 personnes qui seraient morts du fait de la guerre, c'est-à-dire du fait d'épidémies notamment, du fait du manque de soins, etc. De la famine aussi, d'une promiscuité qui est immense. Déjà, la bande de Gaza, c'était 2,5 millions de personnes sur 360 km², c'est-à-dire des densités de population les plus fortes du monde. Maintenant, c'est plus d'1 million de personnes sur 30 km², concentrées donc au sud de la bande de Gaza, à Rafah ou à Khan Younes. Il faut voir ce que ça signifie en termes de risque épidémique, par exemple. Il faut garder l'espoir, c'est-à-dire que
Ce que pensent les gens, ou ce que pense une société à un moment, c'est pas forcément ce qu'ils penseront des années plus tard. Et il y a parfois des basculements dans l'histoire, des soulèvements de masse, des révolutions, et rencontrer des moments où on imaginait que c'était impossible. Une période de guerre, une société en voie de fascisation, dans un pays parmi les plus nationalistes qui soient, peut-être pas les conditions les plus favorables, mais on ne sait jamais. J'ai trouvé des arguments pour voir un certain conservatisme, voir une fascisation qui augmente dans la société israélienne, et en même temps, il y a des soubresauts, il y a des évolutions, il peut y avoir encore un certain nombre d'événements, notamment le savoir des otages israéliens, le fait qu'une partie des familles des otages disent que c'est à Netanyahou qu'elles en veulent le plus, et que c'est Netanyahou qui est le principal responsable de la mise en danger des, euh, des membres de leur famille, des manifestations qui parlent très clairement du sort des Palestiniens, quand même, ce sont quelques centaines de personnes à Jérusalem et à Tel Aviv. Mais oui, ça existe, ça doit être visibilisé et encouragé. Il y a quelque chose qui est assez intéressant et qui peut peut-être même expliquer un peu l'hystérie médiatique à votre sujet, en fait, qui est, pour le dire un peu vite, ceux à qui on promet un brillant avenir en échange de leur docilité, à ce moment-là, se mobilisent sur le sujet le plus clivant ou la cause la plus diabolisée qui soit, qui peut parfois nous mettre au banc médiatique ou institutionnel. En ça, il y a quelque chose que je trouve à la fois plutôt courageux et amusant. Je pense que ça explique oui, une espèce d'énervement médiatique où on est presque invisible en fait. Parce que moi, ce qui m'a quand même frappé à chaque fois que je suis allé discuter avec les étudiants de Sciences Po, soit ici, soit au Havre, où j'avais été invité, c'est l'espèce de presque d'obsession pour la modération ou la respectabilité. La diabolisation, elle est quand même effectuée par des journalistes, parfois en début de carrière, qui sont plus âgés que vous, mais qui ont la trentaine, qui sont passés eux-mêmes par Sciences Po, à qui vous pouvez renvoyer peut-être une sorte de mauvaise conscience. Ce que je peux dire, c'est qu'il me semble qu'il y a un peu deux écueils à éviter, qui sont parfois les deux faces d'une même pièce. Il ne faut pas penser que parce qu'on se montre responsable et parce qu'on ne gêne pas, on va obtenir gain de cause, évidemment. C'est très souvent parce qu'on ne gêne pas qu'on obtiendra gain de cause. Et en même temps, parfois la répression ou la menace, ça peut être un piège parce que ça peut nous pousser à devenir notre propre caricature ou à avoir du mal à discuter avec ceux qui sont moins engagés dans le mouvement, à nous au final ne plus se comprendre, et ce qui fait qu'on s'isole et qu'on est 25 convaincus en sachant plus radical que moi tu meurs et plus informé que moi tu meurs, mais en même temps on est 25 et on est sûr de rien obtenir et d'être facilement l'objet de la répression parce qu'il n'y aura plus personne pour nous soutenir. Donc je pense qu'il faut éviter évidemment ces deux risques et ces deux caricatures. Après, les décisions sur le mode d'action, elles se prennent en situation, en contexte, et c'est des débats stratégiques en fait, c'est pas des débats moraux évidemment.